l'heure, j'ai une petite question. Est-ce que vous aimez les histoires? Quelle question, me direz-vous? Je crois que tout le monde aime les histoires, surtout quand elles sont bien racontées. Et justement, on a une belle histoire à vous raconter. C'est un peu la vôtre, c'est la grande histoire des Scopes et des SIC. C'est avec un conteur expert ou un expert conteur que nous allons plonger ensemble dans cette belle histoire. J'accueille Maxime Kijou. Il est attendu sur scène. Je ne sais pas où il est. Il va apparaître. Il est là. Je voudrais qu'on l'applaudisse comme il se doit pour l'encourager, le saluer. Bonjour Maxime Kijou. Oh, pas de course. C'est génial. Installez-vous tranquillement. Bonjour. Tout va bien? Ça va, merci. Maxime Kijou, vous êtes sociologue, politiste, chargé de recherche au CNRS, membre du LISE par ailleurs, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique du CNAM, le Conservatoire des arts et métiers. Une très belle maison, on en parlera. Vos travaux de recherche portent notamment sur les mobilisations du travail, le syndicalisme et la démocratie en entreprise. À votre actif, de nombreux articles, des contributions scientifiques. Je retiens aussi parmi vos différents ouvrages celui paru en 2018 aux éditions du Croquant, intitulé, j'imagine avec un brin de malice, « Adieu au patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise par ses salariés ». J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir quasi à 100% évoqué vos talents sur scène. Je vous laisse peut-être compléter ce panorama après que vous ayez bu un verre d'eau. Non, c'est assez complet. Puis Ça je va, pense ça que vous plaît? si les gens sont intéressés, ils peuvent retrouver ces informations assez facilement sur le site du CNAM, par Ou exemple. en discutant avec vous, Ou tout en discutant simplement, avec grand puisque vous êtes plaisir avec au nous. cours de ce congrès. Merci en tout cas d'être à nos côtés. Comme je l'avais promis il y a quelques instants, on est là pour, non pas pour se raconter des histoires, mais pour raconter la belle histoire, ou du moins se replonger dans quelques épisodes clés de l'histoire du mouvement des sociétés coopératives autour d'un très bel objet que j'ai ici. Mais avant de bavarder, je propose qu'on prenne quelques instants pour découvrir ou redécouvrir le très beau film réalisé à l'occasion des 140 ans du mouvement fêté en 2024. Tout commence en 1884 avec la naissance de la Chambre consultative des associations ouvrières de production. Je vous laisse apprécier la suite. Il existe un mouvement qui prouve depuis 140 ans qu'une autre économie est possible. Une économie où les travailleurs ont le pouvoir sur le capital, où ils créent la valeur ensemble et se la partagent. Son histoire est celle d'une autre vision de l'entreprise. L'histoire du mouvement des sociétés coopératives plonge ses racines dans l'associationnisme ouvrier, qui expérimente plusieurs modèles dont les plus célèbres sont inspirés par la devise de Charles Fourier. Travail, capital, talent. Et par les conceptions de Philippe Buchez, inventeur des réserves impartageables. L'associationnisme porte le projet d'une république sociale, fondée sur le droit au travail et le droit à l'association, qui vont être provisoirement reconnus pendant la Révolution de 1848. Les associations tentent alors de créer des fédérations, comme la Banque du Peuple de Pierre-Joseph Proudhon, et surtout l'Union des associations fraternelles, à l'initiative de l'ouvrière lingère devenue institutrice, Jeanne de Rouen. La répression qui suit la Révolution met fin pour un temps à cette effervescence. Il faut attendre 1867 pour que la loi donne un premier cadre juridique aux coopératives. Si les élites économiques prédisent alors leur échec, la seconde moitié du XIXe siècle donne lieu à des succès, comme les poêles du familistère de Guise ou l'association des ouvriers en instruments de précision, la OIP. En 1884 est créée la Chambre consultative des associations ouvrières. Elle est à l'origine de la Banque coopérative des associations ouvrières de production, qui deviendra quelques décennies plus tard le Crédit coopératif. Alors que Zola met en scène les coopératives dans son roman Travail, pour Jean Jaurès, qui soutient la verrerie ouvrière d'Albi, L'État démocratique est la coopérative suprême vers laquelle tendent, comme vers leurs limites, les autres coopératives. malgré la création de l'Alliance coopérative internationale en 1895 à Londres, le mouvement coopératif français reste fragmenté. En 1900, on dénombre 247 coopératives ouvrières. C'est en 1915 qu'elles obtiennent leur première loi. Les SCOP participent à la reconstruction d'une France ravagée par la guerre avec le soutien de l'État. Alors que les SCOP se rapprochent de la CGT pour affirmer leur solidarité avec le syndicalisme ouvrier, le président du Conseil, le radical Édouard Herriot, déclare que La coopérative ouvrière est la meilleure forme d'émancipation du salariat. pendant la Grande Dépression qui voit la montée inexorable du fascisme, les SCOP contribuent au développement du logement social. La Chambre consultative
s'engage dans le Comité de défense des libertés républicaines, puis se transforme en Confédération générale des SCOP, dans le sillage du Front populaire et de la réunification syndicale. De la libération à la fin des 30 Glorieuses, le mouvement des SCOP se renouvelle et se structure. De plus en plus de SCOP se créent. Le mouvement fonde l'Union sociale pour maintenir ses acquis sociaux. Né pendant la Résistance, les communautés de travail le rejoignent, tandis que le sociétariat s'élargit et que se créent les unions régionales et les fédérations professionnelles dans le BTP et l'imprimerie. C'est aussi le moment de la création des outils qui assurent le développement du modèle. Le Fonds d'expansion confédéral, devenu plus tard la Société de financement Socoden, ainsi qu'un service de révision et un service de formation pour accompagner les dirigeants des coopératives. Propriété des travailleurs, les SCOP sont les pionnières des projets de réforme de l'entreprise en France, allant de la participation défendue par le général de Gaulle à la codétermination préconisée par le rapport Sudreau. Et il faut enfin que dans les entreprises, la participation directe du personnel aux résultats, au capital et aux responsabilités devienne une des données de base de l'économie française. Elles en sont même l'un des principaux débouchés avec la loi de 1978 sur les SCOP. Elles s'unissent aux autres coopératives dans ce qui deviendra COP/FR et participent avec le crédit coopératif à la réinvention de l'économie sociale aux côtés des mutuelles et des associations. Devenu ministre en 1981, Michel Rocard déclare que « C'est dans les SCOP que l'on retrouve l'essence même de l'économie sociale qui reconnaît la primauté de l'individu sur l'argent. » Les SCOP connaissent une importante croissance dans les années 1980, surtout marquée par la reprise d'entreprises en difficulté. Dans les années 1990 et 2000, le mouvement déploie ses innovations. Création des coopératives d'activité et d'emploi pour protéger les travailleurs indépendants, des sociétés coopératives d'intérêt collectif au service des enjeux de territoire, ou encore des premiers incubateurs d'innovation sociale. À l'origine très présente dans l'industrie, les SCOP et les SIC accompagnent la tertiarisation et la féminisation des activités et des métiers. Auparavant exclusivement masculin, le mouvement est désormais paritaire dans ses instances et incarne l'avant-garde de la transformation de l'économie. Depuis la loi Hamon de 2014, l'ESS a fait du chemin. Elle est maintenant reconnue par l'Union européenne et par les Nations unies. L'utopie d'hier est devenue la réalité d'aujourd'hui. Le mouvement des SCOP et des SIC prouve que la République ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et répond aux nouvelles aspirations des travailleurs en quête de sens, de protection et de participation. Il a doublé en 10 ans et porte un autre imaginaire où l'humain et le vivant priment sur la finance. C'est la force de ses valeurs humanistes, de son engagement collectif, de son projet de citoyenneté économique qui inscrit son engagement dans le sens de l'histoire. À chacune de ces étapes, le mouvement des sociétés coopératives démontre qu'un autre monde est possible. Car l'entreprise de demain existe en réalité depuis 140 ans. Merci en effet d'applaudir ces belles images, un documentaire qui a bénéficié de la contribution de Timothée Duverger pour le script et réalisé pour le compte de la CGSCOP par la coopérative de production audiovisuelle et cinématographique, la SCOP des Sales Gosses, pour immortaliser les grandes étapes de votre mouvement, mesdames et messieurs. Maxime Kijou, si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi pour qu'on puisse vous dire merci. Merci pour le travail scientifique remarquable que vous avez conduit à quatre mains avec votre complice Timothée Duverger qui aurait dû être avec nous ce matin. Il est cloué au lit. On a une pensée pour lui. On lui souhaite un prompt rétablissement. Petite incise pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Timothée Duverger est docteur en histoire contemporaine. Il est responsable de la chaire Territoire de l'ESS ou TERSS à Sciences Po Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim. Ses travaux portent sur les dynamiques d'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire. S'il nous écoute, voilà, prompt rétablissement. J'en reviens donc à cet ouvrage collectif réalisé avec une quinzaine de contributrices et contributeurs, travail rassemblé dans ce beau livre que j'ai ici. Voilà, que vous avez peut-être déjà découvert, un ouvrage collectif paru aux éditions Le Bord de l'eau, au titre très évocateur, « L'entreprise de demain existe depuis hier, histoire des SCOP et des SIC », et avec lequel chacune et chacun ici, vous l'avez compris, repartira en guise de cadeau, souvenir de ce 38e congrès national. Oui, vous êtes gâtés.
Mais en fait, il y a une autre personne à qui nous devons dire un grand merci ce matin. Et en effet, comment entamer notre conversation sans avoir appelé sur scène celle qui est finalement à l'origine de cette superbe idée qui a prévalu à la réalisation de cet ouvrage. Chers congressistes, applaudissez s'il vous plaît Madame Fatima Bellaredja. Quel succès Fatima. Rebonjour, ça fait chaud au cœur d'entendre tous ces applaudissements. Tout le monde sait ici combien on vous doit au quotidien dans votre rôle de délégué général de la CGSCOP. Et ce matin, je me suis permis de vous appeler à nos côtés et à côté de ce monsieur qui nous rend visite parce que c'est vous qui avez eu l'idée, qui avez pris l'initiative de lancer ce projet de publication, Fatima Bellaredja. Quelle était l'idée, votre intention de départ finalement ? Eh bien, c'est parti en fait du moment où je suis entrée dans le mouvement des SCOP, c'était en 98, dans la SCOP que j'ai eu le plaisir de gérer à l'époque. Et quand on rentre, en tout cas, dans le monde coopératif, on a envie d'en savoir un peu plus. Et donc, ça m'intéressait en fait de lire tout ce qui était littérature. Je suis tombée évidemment sur les textes de François Espagne, des travaux de chercheurs sur les SCOP, sur les SIC, mais toujours de manière soit sectorielle, soit sur des périodes, soit inclus dans l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Et ça n'existait pas. Et ça n'existait pas. Et donc, quand je suis arrivée à la CGSCOP en 2018, je me suis dit que ça serait quand même incroyable si on arrivait en tout cas à avoir un ouvrage sur l'histoire du mouvement et dans la perspective des 140 ans. Voilà, l'idée est partie. Jacques m'a dit banco. On y va. Et j'ai eu le plaisir, Maxime travaillait déjà sur les SCOP, Timothée également, de leur dire que ça serait extraordinaire, en tout cas, s'ils s'impliquaient sur ce projet. Bon, là, ils m'ont un peu ralenti en me disant en 2019, non, mais tu ne pourras pas l'avoir pour le congrès de 2022. Mais par contre, on peut sérieusement s'y mettre en s'inscrivant dans une perspective et surtout en emmenant un collectif, puisque j'espère en tout cas que ce premier livre sur l'histoire permettra en tout cas d'aller encore plus loin sur notre histoire qui est riche de plein de choses. Alors je l'ai évoqué, cet ouvrage sera offert à toutes les personnes ici présentes. Il suffira d'aller donner votre bon. On l'a tous reçu avec notre badge. Il faut aller sur le store numéro 7, le village central. C'est celui de la CGSCOP, évidemment. Alors au-delà du simple cadeau, quel est le symbole finalement quel est le sens de ce geste ? Est-ce que vous voulez faire de nous finalement des ambassadrices et des ambassadeurs? C'est un peu en lien aussi avec ce qu'on a entendu de Madame Marshall tout à l'heure sur l'image qui continue de se développer dans l'esprit de notre société, mais pas encore assez. Je crois que là, en étant 1600, on espère bien. On sait qu'il y a déjà beaucoup d'ambassadrices et d'ambassadeurs. Donc n'hésitez pas, prenez-le, lisez-le, partagez en tout cas ce qui fait notre ADN. Et puis effectivement, on compte sur vous en tout cas pour diffuser le plus possible nos valeurs coopératives. Merci en tout cas et bravo pour cette excellente initiative. On vous applaudit évidemment. Maxime Kijou, on n'a évidemment pas le temps d'aborder, je ne sais plus combien de pages, alors j'ai tout lu, c'était très intéressant, 250 pages quand même, beaucoup de sujets sont décryptés dans cet ouvrage. Je voudrais vous orienter sur quelques questionnements là, qui me sont apparus en le découvrant. Vous partez d'un paradoxe, un mouvement qui a plus de 140 ans et qui n'avait pas encore de synthèse historique continue. Vous dites que faute d'avoir été raconté, le mouvement avait en partie perdu sa mémoire. Je vous cite, est-ce que c'est problématique finalement pour envisager l'avenir des SCOP et des SIC ? Alors, bonjour tout le monde. Permettez-moi juste, avant de répondre à votre question, de remercier déjà mes collègues d'avoir participé à cet ouvrage, puisqu'on est parti à la rencontre de certains collègues qu'on connaissait pour certains assez bien, pour d'autres un peu moins, et qui ont accepté cette aventure. Il y a déjà eu un premier colloque organisé
en 2024, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est tout un processus, hein, c'est pas simplement, c'est pour ça qu'on a un peu freiné Fatima en fait dans ses objectifs qui sont plus des objectifs politiques, des objectifs scientifiques prennent plus de temps. Donc les remercier eux, remercier aussi deux personnes importantes dans la fabrication de cet ouvrage que sont Isabelle Amogé et Corinne Le Faucheux, qu'on peut applaudir parce qu'elles ont vraiment été des chevilles ouvrières de cet ouvrage. Et puis remercier effectivement Fatima d'être venue nous solliciter pour réaliser cet ouvrage collectif. Alors pour répondre plus directement à votre question, je pense qu'il est problématique en fait de ne pas connaître son histoire pour plusieurs raisons qui sont assez évidentes mais qui sont importantes en fait à rappeler. La première, c'est éviter de répéter des erreurs. Et on le voit bien en fait quand on brosse les 150 ans d'histoire du mouvement, il y a des erreurs récurrentes. Une erreur, je dirais, idéaliste. Le lapsus est révélateur, hein. Les horreurs, erreurs... Oui, si vous voulez, effectivement. Je laisse aux lectrices et aux lecteurs de découvrir certaines erreurs et horreurs qu'aurait pu parsemer l'histoire du mouvement, mais une erreur idéaliste qui consiste à croire qu'en fait que la coopération ne peut s'appuyer que sur des bons sentiments et que la coopérative n'a pas besoin d'ordre et de discipline, par exemple. Les premières expérimentations en fait, au XIXe siècle disparaissent très souvent pour cette raison et jettent durant longtemps un désaveu sur le mouvement coopératif de production. Une deuxième erreur, ce serait l'erreur, je dirais, un peu isomorphiste, qui est un peu l'erreur opposée à l'erreur idéaliste, qui considère que la coopérative doit absolument se mouler dans les logiques gestionnaires et financières dominante pour se développer et se faire respecter. Il y a encore deux autres petites erreurs. L'erreur sociologique qui consiste à croire que, il faut se contenter finalement d'être dans un entre-soi social et professionnel et pas aller chercher les publics un peu plus éloignés. Et la dernière, une erreur politique, entre guillemets, que montre l'histoire, qui consisterait à privilégier les intérêts de l'organisation sur des principes philosophiques supérieurs, notamment républicains. L'histoire l'a un peu montré. Pour aller très très vite, deux grands points importants de bien connaître son histoire, c'est que l'histoire montre qu'il explique pourquoi le mouvement est aussi varié. En fait, l'histoire des scopes et des cycles, c'est une histoire par couche et par sédimentation. Donc il y a l'histoire, on l'a bien vu dans le petit film, l'histoire du bâtiment, qui est l'histoire originelle du mouvement, puis l'histoire industrielle qui l'accompagne très rapidement, puis l'histoire ensuite du tertiaire, puis aussi toutes ces histoires-là s'accompagnent aussi d'époques historiques et politiques singulières et qu'on retrouve aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement des scopes et des cycles, ce sont du corporatisme, de l'aristocratie ouvrière, on y reviendra, mais aussi du catholicisme social, du syndicalisme, des mouvements libertaires des années 70, et en fait, reconstituer l'ensemble de cette histoire permet de mieux comprendre pourquoi finalement, parfois, on ne se comprend pas, pourquoi il faudrait aller plus vers cette solution-là que vers une autre. Voilà, et dernier point, pardon, je suis très long, mais la question est importante, me semble-t-il. Connaître son histoire, c'est donner un sens supérieur à ce que l'on fait, et ça affermit le sentiment d'appartenance au mouvement. Ça, c'est très important. Vous êtes acteur et actrice d'un mouvement qui a 200 ans. 200 ans. Et vous êtes les continuateurs pour sans doute les 200 prochaines années. Le fait même de se projeter, de connaître son histoire permet de sortir peut-être la tête du guidon et se dire mais en fait je contribue à une histoire sociale et humaine exceptionnelle. Mais vraiment, je le dis, c'est vraiment un mouvement exceptionnel dans la marche de l'humanité. Et c'est une responsabilité. Et c'est vous. Monsieur Quijou, dans l'introduction, vous citez le discours de Léon Bourgeois en 1896 qui parle, je cite, d'histoire merveilleuse des associations ouvrières de production. Si vous deviez raconter cette histoire en 2 ou 3 images fortes, évidemment c'est difficile, mais aux coopérateurs d'aujourd'hui, quelles images vous choisiriez ? Alors, c'est le texte qu'il y a en début d'introduction, en fait. C'était une citation de Léon Bourgeois qui a donc été député, qui a été prix Nobel de la paix, qui a été un républicain. Et alors, il a un parcours politique tout à fait exceptionnel. Donc, je trouvais ça intéressant finalement de le mettre en exergue. Alors, lui, il parle d'histoire merveilleuse parce que, en fait, en fin de compte, quand on s'intéresse à l'histoire, c'est plutôt une histoire improbable. Celle d'associations d'ouvriers qui parviennent, à force de travail, d'épargne et de détermination, à faire advenir ce modèle-là qui n'existait pas. Alors, c'est une histoire tout à fait improbable, puisque en fait, la situation est très défavorable au moment où il lance le mouvement. Je parle surtout de la fin du 19e, au moment de la naissance de la Chambre consultative des associations ouvrières de production, l'ancêtre de la CGSCOP.
une concurrence déloyale à l'égard des grandes maisons, hein, surtout dans le bâtiment, un manque de capitaux. Alors regardez, hein, les constances dans l'histoire du mouvement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui par exemple, les tracasseries bureaucratiques qui sont légion à l'époque, les règlements des travaux qui sont très aléatoires et on met beaucoup de temps pour payer les travaux qu'ils ont réalisés. Mais malgré toutes ces difficultés, certaines d'entre elles deviennent de très grandes maisons. On a l'entreprise Le Travail, hein, qui est une entreprise de peinture en bâtiment qui existe toujours. Je pense que je ne sais pas si les membres du Travail sont aujourd'hui dans la salle, mais c'est vraiment une très belle histoire. Les Charpentiers de Paris, qui existe toujours également. L'association des ouvriers d'instruments de précision, bon, qui s'est transformée aujourd'hui, mais qui n'est plus une coopérative. Ces coopératives obtiennent des travaux très prestigieux. Ça a été une très grande découverte et obtiennent des nombreux prix dans les expositions universelles. Deuxième image, on fait un saut dans le temps, on fait presque 100 ans dans le temps. Les années 60-70, on change, le film l'a dit, c'est un développement important du mouvement, avec une transformation assez importante, l'apparition de plein de petites scopes, de SIC ça n'existe pas, mais de scopes surtout, avec la promesse d'une entreprise plus équitable et plus démocratique, dans le sillon de ce qu'on va appeler les années 68. Et enfin, troisième image, une image plus récente, celle de la naissance des CAE et des SIC, à la fin des années 90 et au début des années 2000, mais qui est une histoire plus récente, puisque le développement vraiment est lors de 10-15 dernières années, et qui va élargir considérablement le spectre de la coopération de production en incluant des univers sociaux assez différents, des entrepreneurs, des usagers, des collectivités territoriales qui permettent d'être des alliés bienvenus en fait à la cause historique des sociétés coopératives et participatives. Alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, et les débuts dans l'ouvrage sont souvent décrits comme héroïques. Alors peu de capital, hein, vous l'avez dit, des ateliers misérables, mais une force d'idées absolument incroyable. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ces parcours de pionniers et quel parallèle est-ce qu'on pourrait éventuellement faire avec les SCOP, les SIC, les CAE d'aujourd'hui ? Alors moi, ce qui m'a le plus impressionné, surtout surpris, c'est justement la différence avec l'époque d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en allant dans les archives et en sollicitant mes collègues, j'ai découvert en fait un univers qui est un univers ouvrier très particulier, qui est en fait celui de l'aristocratie ouvrière. Donc on est, si vous voulez, dans le haut du panier des ouvriers, on n'est pas du tout dans les usines automobiles ou les mines, on est dans des ateliers souvent parisiens qui réunissent souvent des serruriers, des bijoutiers, des charpentiers, donc véritablement des ouvriers très qualifiés qui ont des principes forts au niveau du travail, mais qui ne sont pas du tout des principes démocratiques. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Hein. C'est des principes qui favorisent, en fait, qui se fondent à la fois sur la qualification, l'ancienneté et sur l'entre-soi. Et ça va être quelque chose qui va être très important pour eux. Ça va être très important aussi puisque ça va s'arrimer en fait à une conception fourriériste finalement de la coopération. On l'a aperçu un peu dans le film, avec le rappel qui est extrêmement important, travail, capital travail, talent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondateur et puissant pour les premiers coopérateurs dans la mesure où il n'y a pas d'égalité. Chacun apporte en fait à la coopération une partie de son travail, une partie de son capital et une partie du talent. Et le talent est très souvent incarné en fait par le chef d'entreprise de la coopération. Donc on est vraiment dans un modèle où finalement les valeurs qu'on va connaître aujourd'hui, qui sont celles de la démocratie, du partage des bénéfices et de la finalité sociale, n'existent pas. On est vraiment, si vous voulez, dans une continuation des modèles coopératifs, je vais y arriver, corporatifs, c'est vrai, et compagnonniques, qui va vraiment structurer, si vous voulez, le mouvement pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, on est dans un modèle tertiaire, on est dans un modèle où le salariat est omniprésent, donc on est dans un contexte complètement différent. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, alors j'espère que je vous ai bien compris dans ma lecture, vous ne cherchez pas du tout à idéaliser le passé, plutôt à montrer finalement quel est le chemin parcouru et comment le mouvement a appris des difficultés rencontrées. Vous insistez d'ailleurs sur le fait que les SCOP ont été même marginalisés au sein du mouvement ouvrier, parfois même violemment critiqués par syndicats, partis socialistes. Qu'est-ce que ça dit finalement de l'ADN des sociétés coopératives ?
Alors, de l'ADN, je ne sais pas, puisque justement, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de voir à quel point les sociétés coopératives et participatives se sont transformées avec le temps et se sont d'une certaine manière un peu bonifiées. On part d'un modèle très corporatiste et compagnonique pour aller vers un modèle démocratique et plus équitable. Et du coup, c'est l'une des raisons en fait qui va opposer pendant très longtemps les syndicats et les partis socialistes, pour le dire très vite, de façon générique, c'est que finalement la promesse d'émancipation que porte la coopération ne se retrouve pas dans les pratiques pendant très longtemps des associations ouvrières de production. On a aussi des modèles politiques complètement opposés. Là où les sociétés coopératives défendent la conciliation entre le travail et le capital, comme je le disais juste avant, les partis socialistes et les syndicats défendent au contraire la lutte des classes entre travail et capital. Donc nécessairement, si vous n'avez pas le même logiciel, c'est très difficile pour se comprendre. Et enfin, les coopératives sont comment dire, critiquées pendant très longtemps pour être finalement des cliques patronales. C'est des sociétariats extrêmement restreints qui embauchent beaucoup d'auxiliaires, donc beaucoup de salariés, donc des gens qui n'ont pas le droit au chapitre, et y compris pour les gens qui ont droit au chapitre, c'est pas du tout une personne, une voix. Une personne, une voix est très contemporain. Ça vient de la loi de 78, il y a un très beau chapitre dans le livre sur la loi de 1978, et qui impose finalement une personne, une voix. Pendant très longtemps, en fait, il y avait ce qu'on appelle le vote plural, c'est-à-dire qu'en fonction de votre ancienneté, vous aviez plus de droits au chapitre. Donc, c'est quelque chose qui voilà, explique un peu les relations à l'égard des syndicats et des partis socialistes, mais tout ça, ça va progressivement se transformer. On le voit aussi également dans le film, on va avoir un rapprochement avec la CGT qui va être progressif, on va avoir un rapprochement avec le Parti socialiste qui va s'accélérer dans les années 70 et 80, avec véritablement un soutien de François Mitterrand à la cause coopérative. Et aujourd'hui, on est encore un peu flottant, puisque en fait, pour beaucoup de partis politiques et de syndicats, c'est le rapport capital-travail qui domine, et on a encore des difficultés en fait, à sortir de cette lecture-là de l'entreprise. Alors pourtant, vous montrez aussi des absences du mouvement lors de grandes séquences historiques. On peut parler de la séquence Front populaire, de la Libération, de mai 68 aussi. Comment est-ce que vous expliquez ces rendez-vous que je vais qualifier de manquer ? Alors justement, je pense que j'ai un peu déjà répondu à cette question, c'est-à-dire qu'on est sur des associations ouvrières, donc des sociétés coopératives qui sont pour la conciliation entre le travail et le capital, sont très réservées paradoxalement à l'action, l'immersion de l'État en fait dans leurs affaires, alors que l'État est leur principale source de revenus, puis c'est leur principal client. Ce qui fait que pendant très longtemps, en fait, ils n'ont pas d'horizon politique très fermé. La Chambre consultative, par exemple, n'a pas un horizon politique très affirmé, en dehors de défendre un modèle coopératif qui fait la part belle à une lecture fourriériste, aristocratique. Donc, de fait, elle exècre la Chambre consultative et les associations ouvrières depuis toujours les modèles dits collectivistes. Pour eux, c'est vraiment un grand rejet. Et ce rejet va progressivement, comme beaucoup d'organisations sociales à l'époque, se transformer en une haine du communisme. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, en fait, beaucoup cette séquence-là. 1936, pour beaucoup d'associations ouvrières et pour la Chambre consultative, c'est la montée du communisme, une montée du communisme qui les effraie. Et, et le Front populaire est un symptôme qu'il faut combattre. Et ce qui explique en bout de chaîne, si je puis dire, l'attitude pendant la Seconde Guerre mondiale qui est un peu ambiguë, pour le dire d'une certaine façon, et qui pousse certains dirigeants de la Chambre consultative à préférer Pétain à De Gaulle. C'est pourquoi, au moment de la Libération, il y a eu des résistants, effectivement, dans les associations ouvrières. Mais la Chambre a plutôt choisi le camp de la collaboration. Mais ça change avec mai 68. On a des beaux chapitres aussi également dans l'ouvrage qui en parlent. Là, on voit progressivement des ouvertures, les communautés de travail. On a un très beau chapitre sur les communautés de travail qui vont progressivement intégrer la CGSCOP et bousculer un peu cet aristocratisme ouvrier, l'intégrer, le transformer, le façonner également, et qui va donner aujourd'hui un mouvement plutôt progressiste et même
beaucoup plus progressiste que les entreprises habituelles. Alors pardon, c'est vrai qu'on va vite ce matin parce que l'exercice nous y oblige. Il y a beaucoup d'étapes au fil des décennies. Vous avez rapidement évoqué les grandes mutations, les évolutions, les métamorphoses de ce mouvement. Dans l'ouvrage, on voit aussi apparaître l'émergence de nouvelles formes de coopératives. Vous en parlez beaucoup. Les cycles, les CAE, les groupes coopératifs, les COP d'insertion. Comment ces innovations ont-elles donné peut-être un nouveau souffle au mouvement ? Ah bah alors, je pense que vous avez en grande partie répondu à votre propre question. C'est-à-dire que, en fait, vous l'avez bien compris, pendant très longtemps, en fait, les sociétés coopératives s'intéressent essentiellement à la place qu'occupent les salariés au sein de l'entreprise, à lui donner une meilleure rétribution, une meilleure rémunération, à plus de pouvoir, en fait, en termes de décision. Et l'objectif essentiel des sociétés coopératives est celui-là. Avec l'intégration, l'apparition puis l'intégration de nouveaux modèles coopératifs, ça va finalement pousser certaines scopes à s'intéresser, à s'interroger sur la finalité sociale de cette entreprise. Est-ce qu'on est censé, en tant que société coopérative, simplement se contenter, entre guillemets, ce qui est déjà énorme, hein, personnellement. Quand on compare avec les entreprises classiques, c'est toujours ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut comparer en fonction de ses idéaux, mais aussi comparer avec ce qui existe Absolument. à côté. Ce qui est déjà énorme, me semble-t-il. Mais effectivement, l'apparition de ces nouveaux horizons sociaux, ces nouvelles personnes, va conduire à peut-être intégrer un peu plus qu'il l'aurait été la question de la transition écologique. Comme on dit souvent dans le monde de l'entreprise, ça va peut-être un peu challenger le mouvement. Les entrepreneurs également dans les CAE, on a un très beau chapitre de Stéphane Veilleur, que je crois qu'il est dans la salle, que je salue, qui revient, qui fait une histoire brève sur l'histoire des CAE, la manière dont les CAE, comment dire, captent la question de l'insertion et du chômage, par exemple. Donc, tous ces nouveaux modèles vont, comme je l'ai déjà dit, constituer des nouveaux alliés, finalement, à la cause de la coopération. Alors, vous parlez aussi des histoires régionales, par exemple l'Ouest ou la Bretagne, où les SCOP et SIC incarnent très fortement la démocratie économique territoriale. Qu'est-ce que, finalement, ces ancrages locaux nous apprennent pour le futur et quid pour le territoire qui nous accueille ici, en terre occitane ? Alors, effectivement, on a un très beau chapitre sur l'Union régionale de l'Ouest et je salue, je crois, Régis Tilly, qui est également dans la salle, qu'on peut applaudir, je pense, qui fait une très belle contribution à cette histoire. Alors, ce que montre, hein, d'ailleurs on l'a un peu vu en filigrane tout au cours de cette matinée, c'est qu'il y a une dimension sociale extrêmement importante en fait de la place des SCOP dans les territoires. On est très focus sur les questions démocratiques quand on parle aujourd'hui des coopératives, mais il y a une dimension emploi qui est aussi importante. Quand la loi de 78 est rédigée et votée, elle est pensée effectivement pour donner plus de pouvoir dans l'entreprise aux salariés, mais elle est aussi rendue perpétuelle. L'idée véritablement des réserves impartageables, alors c'est dans la continuité de la loi de 47, mais l'idée c'est véritablement de renforcer cette dimension des réserves impartageables pour faire en sorte que ces emplois soient pérennes, restent sur les territoires. Et vite, c'est un outil anti-spéculatif extrêmement puissant. Et on l'a vu dans plein de territoires, heureusement qu'il y avait coopératives, pour sauver la dernière entreprise. Il y a eu des cas aussi en Occitanie. Alors, je ne peux peut-être pas forcément citer ces cas-là, mais il y a des très beaux exemples en Occitanie. Effectivement, il y a eu la Bellaude, qui a été une entreprise qui a été reprise à Carcassonne. Il y a Équitable, évidemment. Et j'aimerais saluer aussi des petites entreprises qui sont sans doute parfois dans des marchés un peu concurrentiels, un peu difficiles, dans le secteur industriel et qui également permet d'offrir en fait des savoir-faire, des qualifications et des emplois à d'autres types de populations, comme par exemple Occitanie Caoutchouc qui fabrique du caoutchouc sur la région, comme son nom l'indique, ou la tôlerie industrielle, qui sont des petites scopes, mais qui, pour moi, occupent une place aussi importante que les plus grandes scopes qu'on connaît. Permettez-moi de revenir. Merci. Permettez-moi de revenir un instant sur ce titre que je trouve très fort. L'entreprise de demain existe depuis hier. Si vous deviez résumer en quoi les SCOP, les SIC portent déjà l'entreprise de demain, que diriez-vous à toute cette assemblée ? Alors, il y a beaucoup depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a une très grande mode
management participatif et les grands groupes s'en emparent. Par exemple, alors je fais un peu d'autopromo, on a fait une enquête aussi sur Decathlon au sein de laquelle on a beaucoup examiné cette question-là de l'autonomie au travail, etc. Les entreprises libérées, bon, je pense qu'il y a une grande partie du public qui est très au fait de ces questions-là. Et moi, ça m'a toujours étonné, en fait, finalement, de voir que toutes ces modes et toutes ces personnes qui promeuvent ces entreprises, ces modes de management-là, ne voyaient pas l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire qu'il existe un modèle qui est extrêmement novateur. Alors j'ai beaucoup insisté sur les origines du mouvement avec le côté aristocratique ouvrier, mais le principe qui va être adopté dans la loi de 1978, c'est un principe qui est vieux de 2 siècles. On l'a aperçu dans le film, c'est Philippe Buchez qui, dans les années 1830, va mettre en place la modernité, la démocratie, ce principe d'entreprise perpétuelle qu'on connaît aujourd'hui et qui est, à mon sens, un principe qui est le principe le plus avancé. Pourquoi ? Parce que tous les modèles managériels dont on nous parle, ils ne parlent jamais du capital. Le capital, qu'est-ce qu'on fait du capital ? Vous pourrez changer toutes les modes d'organisation du travail. Si le capital est toujours détenu entre les mains des mêmes personnes, ses intérêts seront toujours les intérêts de ceux qui détiennent le capital. La grande révolution, et ce qui va vraiment fondamentalement encore changer les choses dans l'avenir, c'est la détention du capital, puisqu'elle redistribue les richesses et elle redistribue le pouvoir. Et tant qu'on parlera de management sans parler du capital, on parlera de choses complètement illusoires. Alors on va devoir clore cet entretien. J'aurai encore 2 petites questions rapides, mais je vais aussi prendre une question au moins de la part de notre public. Est-ce que les changements au sein des coopératives, plus de démocratie, plus de social, viennent d'un changement des milieux sociaux dont sont issus les coopérateurs ? Je cite. Alors là, forcément, puisqu'en plus, c'est une question que vous adressez à un sociologue qui s'improvise historien, donc nécessairement, j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, c'est le produit en fait de l'articulation d'un contexte historique, puisqu'en fait, on a des problématiques qui s'imposent. Hein. La question climatique est une problématique nouvelle qu'on va se saisir, mais qu'on va se saisir en fonction de sa trajectoire sociale, son appartenance professionnelle et un peu des croyances et des représentations qu'on projette finalement dans la solution coopérative pour résoudre ces problématiques-là. Fatima Bellared, je l'ai laissé entendre, vous écrivez aussi que ce travail finalement doit aider le mouvement à se projeter, en particulier auprès de la jeunesse, forcément, c'est notre avenir à tous. Concrètement, qu'est-ce que ce livre entre les mains de jeunes coopérateurs ou coopératrices et des futurs repreneurs, qu'est-ce qu'il peut leur apporter ? Alors, c'est assez étonnant en fait finalement, mais je pense que la crise actuelle du capitalisme financier l'exacerbe en fait cette situation. Le modèle coopératif, c'est un modèle économique de bon sens, c'est-à-dire qu'on épargne, on redistribue équitablement et on investit, on choisit ses dirigeants. Très longtemps, on a considéré ça comme une œuvre utopique, mais c'est juste les principes les plus efficaces. Et je ne dis pas ça pour flatter vos égos, un petit peu aussi également. C'est toujours bien. Ouais, les chiffres le montrent, c'est-à-dire qu'on a des taux de pérennité qui montrent cette efficacité, qui sont des principes de bon sens. L'histoire lui donnera raison. Alors c'est une question de long terme. Là, ça fait à peine 150 ans que le mouvement existe. Je pense que le capitalisme va montrer de plus en plus qu'il est un modèle dysfonctionnel et laissera de plus en plus de place au modèle coopératif, me semble-t-il. Alors après... Une réponse courte, mais après avoir coordonné cet ouvrage collectif avec Timothée Duverger, qu'est-ce qui vous rend le plus confiant dans la capacité du mouvement des SCOP et des SIC à changer d'échelle dans les décennies qui viennent ? Et finalement, je reprends un peu la question posée par notre invité surprise de tout à l'heure. Alors, ça, c'est une question aussi qu'on traite beaucoup dans le livre. Il y a des beaux chapitres, par exemple sur Manu France, sur Bois-Mondo, sur Godin. C'est effectivement, on a vu plein d'outils ce matin, développer des outils financiers par exemple, des outils tournés vers les territoires, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience, en tout cas c'est ce que l'histoire montre, que sans les pouvoirs publics, et je crois qu'il y a des élus qui sont arrivés au moment où j'intervenais dans la salle, les pouvoirs publics ont toujours été un allié qui permettait soit le succès, soit l'échec des sociétés coopératives. Et je pense que c'est extrêmement important. Parfois, on peut avoir l'impression que
ces questions de notoriété sont un peu cosmétiques, mais en réalité, elles sont extrêmement importantes puisque l'histoire montre la création de la chambre consultative, elle est née grâce à l'action politique de certains coopérateurs qui sont venus chercher Waldeck-Rousseau, celui qui a légalisé le syndicalisme, qui est aussi un grand acteur de la coopération, en disant on a besoin qu'on nous ouvre des marchés publics parce que personne ne veut nous acheter dans le secteur privé. On a besoin d'exister. On va vous montrer grâce au marché public qu'on est des bonnes entreprises et ça va nous ouvrir des marchés privés, si je puis dire. Et ça, l'histoire montre régulièrement que le développement, il va être le produit de votre action, mais il va être le produit d'action politique. Et je pense qu'il faut vraiment pousser au maximum le champ politique pour qu'il fasse quelque chose en la faveur de ce modèle qui est extrêmement efficace. Le message est passé. Un entretien aussi frustrant que passionnant. Frustrant parce que j'aurai encore plein de questions, passionnant parce que vous l'êtes. J'associe Timothée Duverger évidemment à nos remerciements. Mesdames, Messieurs, lisez cet ouvrage, c'est vraiment super. Merci beaucoup pour Merci à votre tous visite. et à toutes. Merci. Et un très joli cadeau que nous fait la CGSCOP puisque nous repartirons tous dans nos régions avec ce joli cadeau.